On va pouvoir passer un temps d'échange. Si vous voulez prolonger certains éléments qui ont été dits tout à l'heure, si vous avez des interrogations aussi sur les pratiques des trois archis présents, c'est à moi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, il y a un autre micro qui circule dans la salle. Ou alors ça a été super clair, super dense. Bonsoir. En fait, moi j'ai deux questions et deux étonnements. La première question, elle est valable pour deux projets au moins sur trois. C'est vos hauteurs de plafond avec énormément de volume, de mezzanine, etc. Et si j'ai bien compris, on est plutôt sur des maisons passives, assez peu énergivores. Et en tant que néophyte, enfin béotien, moi j'y vois une contradiction. Bon, elle n'est peut-être pas là. Ça, c'est mon premier sujet. Mon deuxième sujet est radicalement différent. Il est par rapport à l'insertion du paysage, parce que vos trois maisons sont très chouettes, très contemporaines, mais assez dissonantes par rapport aux maisons qu'on peut voir en arrière-plan. Alors peut-être moins le deuxième projet que les deux autres. Et ma question est par rapport aux insertions et aux contraintes de PLU. Comment vous arrivez à faire des maisons aussi dissonantes quand on voit les maisons très classiques pour le troisième projet qui est une maison en pierre très, très basique à côté, et pour le premier projet c'est pareil, on est à la chapelle je crois de mémoire, et bon, on voit autour c'est très pavillonnaire, donc voilà mes deux questions. Merci. Qui s'y colle? Sur la question de la hauteur sous plafond et des volumes chauffés, ça, après, c'est des ajustements techniques. Alors, pour ce qui nous concerne, la maison, elle n'est pas passive, elle est RTI 2012, moins 20%. Et effectivement, certaines photos montrent des hauteurs sous plafond très généreuses, mais ces hauteurs sous plafond très généreuses, elles sont localisées très ponctuellement pour éviter justement d'avoir trop de surface à chauffer et donc d'être dans une contradiction. Donc il y a ce grenier qui profite d'un effet cathédrale au-dessus de la toiture. Toute la partie chambre est limitée à 2,70 m et le séjour. Pour le reste, on est sur des tailles un peu plus généreuses que si vous allez acheter un logement chez Nexity, vous êtes limité à 2,50 m, mais on est sur 2,70 m, donc on n'est pas sur des choses complètement délirantes. Et après, c'est des ajustements avec nos bureaux d'études pour trouver le bon compromis entre la hauteur, la puissance des équipements et les modes de chauffage, etc. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, en fait, une maison, ce n'est jamais une réponse exclusivement technique et réglementaire, c'est pas possible. Une maison répond aussi à des aspirations individuelles, à des souhaits, à des désirs, à des envies. Donc, il y a des contradictions. Notre travail, je pense, c'est ne faire que essayer de régler des contradictions entre d'un côté, oui, il faut économiser l'énergie, d'un autre côté, oui, mais on veut quand même avoir des espaces où on respire, où on se sent bien, où on a de la lumière. Dès qu'on fait une fenêtre, effectivement, ça dépense plus d'énergie qu'un mur plein isolé, mais en même temps, on a aussi besoin de lumière, on a envie de vue. Donc on ne peut pas résumer un projet au fait d'avoir une réponse réglementaire, technique et systématique. Donc, et sur la question de la dissonance, ça ne m'avait pas du tout marqué, cette dissonance-là. Mais parce que nous, en fait, peut-être qu'on est habitué à la diversité dans l'architecture. Et quand vous regardez quelques bourgs, que ce soit, quelques villes, que ce soit, en fait, on a des époques différentes dans une ville, des juxtapositions. Alors, il se trouve que des quartiers sont homogènes parce qu'ils ont été construits à des époques homogènes, en même temps ou à quelques années d'écart, mais à partir du moment où on intervient aujourd'hui dans un environnement qui a été construit à une autre époque, on ne va pas mimer de façon, on va dire, on va pas mimer ce qui s'est fait auparavant. On n'a plus la technique. On ne va pas faire des murs en pierre comme on les faisait précédemment au XIXe siècle. Ça n'a pas de sens. On les fait différemment, on les fait avec d'autres façons ou sur une envergure différente, à des endroits différents. Donc là encore, c'est un ajustement, et c'est un ajustement face à une contradiction. C'est-à-dire que la question de l'intégration à l'environnement, c'est un peu une tarte à la crème, parce que
On peut questionner 50 personnes, il y aura 50 avis différents pour savoir ce que c'est que l'intégration. Et chacun, nous, en tant qu'architecte, on développe une posture par rapport à ces questions d'intégration qui peut passer par le matériau qu'on utilise. Par exemple, le bardage bois brut de sciage, pour moi, c'est un matériau qui vieillit bien et qui finalement se patine et s'harmonise vraiment assez bien avec pas mal d'environnements, tout comme la pierre. Je trouve ça plus choquant, moi, de voir un mur en pierre, un vieux mur en pierre qui a été sablé, par exemple, où toute la patine et toute la patine du temps qui s'est accumulée par les mousses, les lichens sur la pierre a été gommée. Je trouve ça plus choquant que de mettre un autre matériau différent à côté. Voilà. Et le matériau qui va vieillir, s'user, finalement, va finir par se fondre dans cet environnement-là si on le laisse aussi vieillir correctement. Moins complet. Je réponds surtout sur la maison de la Chapelle-sur-Erdre. Effectivement, on a des grands volumes, mais comme le disait très bien Bruno, c'était une question de volonté, de volume, d'envie d'architecture, d'envie de vue sur l'extérieur. Et là aussi, il y a une question. On a réfléchi en enveloppe générale. On a eu un bureau d'études thermiques très pointu sur le coup aussi, qui nous a conseillé. Effectivement, on aurait gagné un peu d'énergie en faisant deux planchers à la place, en étant sur des hauteurs de plafond plus standards. Mais dans le même temps, cette hauteur a permis une diffusion de la lumière, une diffusion de la chaleur sur l'ensemble du volume. Et on a globalement un volume très, très, très hermétique, très isolé. Ce qui nous a permis, si vous voulez, ce qu'on s'offre en volume, en qualité de vie, ça a été compensé par une enveloppe très, très, très isolante, en fait, extrêmement isolante. Là, on est sur 34 cm, même plus, je ne sais plus, 34 cm d'isolant, à peu près, sur les murs. Ça commence à être assez épais, d'où le saturbois, qui permet d'avoir aussi des complexes très isolants, avec des épaisseurs relativement correctes. Et bon, ce qui concerne le PLU, enfin la confrontation avec l'environnement, les constructions environnantes, déjà, c'est très, très hétérogène autour. Enfin, c'est beaucoup de vieilles bâtisses, là, à la Chapelle-sur-Erdre, avec des formes différentes, avec des orientations différentes. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de standards. Et honnêtement, si on avait construit 10 maisons identiques avec une même forme de toiture dans cette rue-là, je pense que son charme, le charme dont je parlais au début du paysage, ne serait plus là. Donc, je pense que la variété, oui, et la réflexion qu'on apporte, et on est, en ce qui me concerne, je trouve que ce projet est relativement sage par rapport à son volume. On est sur des toitures, on est sur des, on a travaillé sur des sites classés où on a des toitures plates. Ça a été validé aussi par des architectes des bâtiments de France, parce que derrière il y a un discours d'implication dans un endroit, de pourquoi ce projet vient là. Il y a une explication, et je pense que quand on le voit en réalité, on s'imprime de cette démarche qu'on a voulu avoir et qu'on essaye de démontrer à tout le monde. Donc après, oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, effectivement, c'est possible. Je ne sais pas si ça vous répond à vos questions. Monsieur Le Carpentier Sylvain, je vais me présenter brièvement. J'ai fait une formation en éco-construction et restauration du patrimoine dans la Manche. Et je tenais tout d'abord à vous remercier déjà les personnes qui ont réalisé ce débat, du moins cette présentation débat après, et remercier aussi la personne, le dernier projet justement, parce que pour moi le premier matériau biosourcé c'est la terre. On la prend, on l'utilise directement sur site, et justement j'essaye de travailler sur un projet pour l'utilisation de cette terre et que ça devienne plus souvent en fait, parce que là, je viens de juste travailler sur ce projet en fait. C'est dans la zone de Vertou, Décathlon Vertou, je ne vais pas faire trop de pub, mais il y a eu un décaissement qui s'est réalisé. Ça représente à peu près une bonne vingtaine de camions. Terre argileuse, du coup j'ai pas forcément trop testé,
mes connaissances me disent qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Cette terre, elle a été transportée dans des quartiers de Carquefou pour terre de remblai. Et du coup, je pense que en tant qu'architecte, vous allez pouvoir aussi nous dire toutes les valeurs de la terre, en termes d'hydrométrie, en termes d'isolant, en termes de facilité de mise en œuvre. Et je voulais savoir justement votre regard et savoir les évolutions. Et aussi au niveau de l'architecture, je vais vraiment faire bref, excusez-moi. Au niveau de l'architecture, là vous présentez aussi des maisons à titre individuel, mais bon, nous savons que l'architecture aussi va devoir évoluer. Et que nous avons voilà, des problématiques qui font qu'aujourd'hui encore on peut, et demain, comment on l'écrit. Voilà. Okay. Alors, je vais d'abord répondre sur la terre, mais je te laisserai répondre. Mais tu es le plus grand spécialiste. Moi, je plus sur un fantasme de la terre, parce que j'ai jamais construit encore en terre. J'adorerais ça et j'attends le jour où, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Mais voilà. Bon, nous, on a une grande affinité avec le bois. C'est vrai que c'est culturellement, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Donc c'est vrai qu'on vient souvent nous voir aussi pour construire en bois. Et la terre, un jour, peut-être, prochainement, j'espère. Quant au futur, alors je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais c'est vrai que je sais que la maison individuelle pose question, enfin me pose question en général depuis longtemps, et c'est pour ça que nous, on se cantonne à faire 2, 3, 4 maisons par an, pas plus. Parce que, notamment, alors, nous, on habite dans un secteur à Savenay, là, il y a une pression foncière qui existe aussi là-bas. Les terrains sont vite, le paysage est vite conquis par l'urbanisation. On oublie un peu la densité dans ces villes-là, et c'est une réelle question. Nous, on essaye de privilégier plutôt la rénovation, parce que c'est même dans ces villes de plus petite taille que Nantes, Savenay, Blain, Pontchâteau, il y a des bâtiments qui ne sont pas utilisés, qui sont à rénover. Et il y a vraiment un gros potentiel, un énorme potentiel de rénovation énergétique, de rénovation tout court même. Donc volontairement, nous, on essaye de pas trop faire de maison parce que ça pose un problème de conscience quand on construit une maison, c'est vrai. On occupe un sol, on occupe un... Donc, enfin, moi, c'est ma position, mais je comprends aussi... c'est un grand fantasme, c'est un super plaisir de construire une maison. Si pour se contenter soi-même, on en ferait 10 par an parce que c'est génial. On crée quelque chose de super, on se lâche. Enfin, c'est formidable pour la conception, mais par contre, il faut avoir une conscience quand même et se dire qu'on ne peut pas continuer comme ça à construire des maisons partout. Alors malheureusement, si on ne le fait pas aussi, d'autres le font beaucoup. Il y a beaucoup, et c'est ça qui... Je pense qu'il y a une réelle réflexion sur l'urbanisme, mais bon, ce qui est, je vais passer là. Après, mais toutes ces communes, moi je parle du secteur que je connais un peu plus, qui est l'ouest de Nantes, ont même depuis pas mal de temps, mais ont une réflexion sur l'écologie, sur la densité depuis 5-6 ans, peut-être plus. Elles ont une grande conscience, ce qui n'était pas trop le cas encore avant, donc on a vu quand même des grosses catastrophes de lotissement se mettre en place. Mais bon, elles ont cette sensibilité, je pense, maintenant. J'espère. Et après, c'est la mise en œuvre. Elles ont besoin d'être conseillées, je pense, besoin d'être encadrées. Il y a des choses précises. Donc voilà, il y a un gros travail sur l'urbanisme, surtout, sur comment... faire évoluer ces villes, ces pôles qui sont un peu répartis dans la campagne sans se répartir sur le paysage, en fait. Donc on en est conscient. Mais c'est vrai qu'il y a une question globale. Et on essaie de... Après, il y a différentes manières d'intervenir au niveau des politiques, au niveau des... Il y a des schémas généraux. C'est passionnant. C'est passionnant et voilà. Je ne sais pas si... Je ne peux que réagir sur la question de la terre, terre crue. Nous, c'est un sujet dont on s'est saisi quand on était étudiant, avec vraiment la mine d'or qui était le traité de construction en terre publié par le laboratoire Cratère de Grenoble. Et donc, qu'on
qu'on a mis en place dès qu'on l'a pu sur un projet d'envergure, c'est-à-dire le premier qu'on a réalisé. On a commencé à le concevoir en 2006. C'est une école avec des briques de terre en BTC à la Chevaleret. Et voilà, et depuis on n'arrête plus. Et je pense que ça ne peut qu'en continuer. Maintenant, je pense que c'est le sujet dont beaucoup de collectivités commencent à se saisir. Je pense à Guérande maintenant, en ce moment, ils sont en pleine réflexion sur le fait, dans la future ZAC Maisonneuve, d'utiliser au maximum la terre de façon à éviter, parce qu'on se rend compte du coût et du gaspillage que ça représente à évacuer. Et voilà, sans parler même maintenant du Grand Paris, où il y a une grande réflexion sur l'utilisation des terres du Grand Paris, qui représentent des volumes tellement phénoménaux qu'ils ne savent même pas quoi en faire et où les mettre. Donc voilà, il y a un vrai sujet. C'est un matériau, moi je pense, un matériau du passé et de l'avenir. Parce qu'en fait, même en Loire-Atlantique, il y a beaucoup de constructions en terre, mais qu'on ne voit pas forcément. Elles sont présentes. Il y a dans toutes les cultures, il y a encore un savoir-faire lié à la construction en terre, partout dans le monde. C'est, à mon avis, la solution constructive la plus durable qui existe, associée avec, la fibre végétale, que ce soit le bois ou d'autres types de cultures qui servent dans la construction. Pour moi, c'est la meilleure façon de ne pas céder au pessimisme de l'évolution de la société, parce que effectivement notre modèle économique et constructif, je pense que la plupart des gens maintenant ont compris qu'il ne nous mène pas très loin, quoi. En fait, comme si le modèle industriel sur lequel on produit aujourd'hui nos biens et notre environnement, en fait, quelque part, ce n'est qu'une parenthèse, une petite parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Ça ne peut pas durer, ça ne peut être que très court. Et il est temps aujourd'hui de redécouvrir le savoir-faire de la construction en terre, qui est accessible, qui est gratuit. Le savoir-faire, il est accessible à n'importe qui. J'ai réussi à le faire, donc vous voyez, même... je ne suis pas maçon, je ne suis pas ni quoi que ce soit. C'est une certaine attirance du matériau qui m'a fait l'utiliser et le mettre en œuvre. Et quel plaisir ça a été de faire ça. Parce qu'en fait, vous n'avez aucun inconvénient qui sont liés au métier du bâtiment habituellement, c'est-à-dire la pénibilité qui peut, si on transporte des gros matériaux, mais encore, il n'y a pas besoin, c'est des petites briques, des petits modules, il n'y a pas l'agressivité chimique du ciment ou même de la chaux. Vous la manipulez à main nue, la terre, et elle est au contraire même bénéfique. Vous n'avez pas à la déplacer avec des gros moyens de transport. Moi, je n'y vois que... on voit beaucoup de matériaux où on fait le plus, le moins entre les avantages et les inconvénients. C'est le seul matériau, l'un des seuls matériaux avec les matériaux bout sourcés, il n'y a aucun inconvénient et que des avantages. Même d'un point de vue thermique, tout à l'heure la question a été soulevée, j'ai parlé brièvement de la RT 2012, de la réglementation thermique. En fait, elle est complètement inadaptée pour appréhender ce type de matériaux. À tel point que pour moi, la réglementation thermique, c'est un truc, je le fais et je l'oublie parce que ça n'a aucun intérêt en termes de conception. C'est un point de passage obligé. En fait, ça n'appréhende en aucune manière le fonctionnement thermique réel d'un bâtiment. Et notamment, principalement, des matériaux biosourcés de la terre crue, qui ont un fonctionnement hygrothermique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un matériau qui apporte de la chaleur de façon passive, par des phénomènes de transfert de vapeur d'eau. Et en réalité, il y a un confort que vous ne pouvez pas appréhender, sauf si vous allez dans une maison en terre. Vous prenez une maison en terre, par exemple, comme il y en a beaucoup le long du canal et comme il y en a sur le bassin de Rennes, vous l'isolez par l'intérieur ou par l'extérieur. L'isolation apporte plus d'inconfort que de ne pas en faire. Vous voyez, le matériau de terre, en fait, il fonctionne très bien tout seul. Il n'a rien besoin de complémentaire pour fonctionner, pour être confortable. Donc voilà, moi, je suis un passionné de la terre et voilà, je souhaite en faire le maximum. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'école de Bouvron, qui a été construite avec beaucoup de terre crue issue du terrain. Donc, il y a 130 tonnes de terre qui ont été utilisées dans le bâtiment. Et il y a un ressenti et un retour usagé qui est absolument exceptionnel. Voilà, que je n'ai jamais vu ailleurs sur aucun projet à ce niveau-là, quoi. Non, mais, alors nous, on fait principalement du logement à l'agence et du logement collectif. Donc on fait rarement de
quasiment plus de projets de particuliers. Et c'est vrai que sur la question du logement de collectif, l'année dernière, on a gagné un concours où on a proposé de construire des logements en terre crue. Je rejoins tout ce que dit Bruno. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est que Michael, tout à l'heure, a soufflé le mot lobby. Donc, il y a quand même des entreprises en France qui mettent beaucoup en avant le béton. Et quand bien même, enfin, c'est tout à fait possible de construire en terre, mais l'idée, effectivement, serait de le systématiser dans les équipements publics et dans la construction de logements, aussi bien les logements sociaux que les logements privés, donc des promoteurs. Et là, on se heurte déjà à des a priori, et puis des obstacles aussi administratifs. Il y a toute la question de l'ART, mais il y a aussi la question du mode constructif qui est encore finalement, qui est finalement assez simple, mais qui reste obscur pour les instances administratives. Et bon, tous ces obstacles freinent un petit peu l'expansion du matériau terre crue en France, même si nous, on constate, en tout cas dans le métier, que ça prend de l'ampleur quand même. On en parle de plus en plus. On essaie, je pense que tous les architectes autour de nous essayent. Après, on n'a pas tous la force de persuasion de Bruno, mais en tout cas, nous, on a essayé plusieurs fois de le proposer. Pour diverses raisons, ça passe pas aujourd'hui. Ça va le faire et il faut continuer, mais il faut persévérer. Mais c'est vrai que je pense que toute notre génération d'architectes est consciente qu'il faut changer un petit peu la façon de faire aujourd'hui. Moi, je rajoute juste un mot, parce que je n'étais pas intervenant, mais c'est non seulement les architectes qui vont faire évoluer les choses, mais c'est aussi des politiques publiques, c'est des démarches d'expérimentation. On sait qu'il y a maintenant le permis d'expérimenter. Voilà. Il y a des démarches dont il va falloir s'emparer pour pouvoir permettre à un moment de rendre ça grand public, d'une certaine manière, et que ça ne devienne plus de l'expérimentation, mais que ça rentre comme un vrai mode de construire, comme il existe depuis des siècles. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je vais essayer d'être brève autant que possible. Moi, je suis extrêmement intéressée et convaincue par l'usage des matériaux biosourcés dans la construction. Et il y a quand même une question qu'on n'a pas du tout abordée là, qui est peut-être un peu triviale. Est-ce que vous avez eu des difficultés à convaincre les maîtrises d'ouvrage de l'utilisation des biosourcés, du point de vue notamment de la question financière ? Et est-ce que par hasard l'un d'entre vous a fait une balance entre l'usage du matériau biosourcé et l'usage de matériaux plus conventionnels pour essayer de chiffrer la différence des deux ? Et dernière question, il y en a plusieurs. Comment vous conciliez l'usage des matériaux biosourcés avec notamment le certificat passif ? Parce que effectivement, l'un des aspects primordiaux des biosourcés, c'est la perspirance des matériaux. Et à partir du moment où on fait du passif, on bloque la respiration entre intérieur et extérieur. Et moi, c'est une question qui j'ai un peu du mal à la résoudre aujourd'hui. Oui, beaucoup de choses. Alors, pour revenir sur l'économie, je ne sais pas si je vais réussir à répondre à toutes les questions, mais sur l'économie, c'est toujours une question, effectivement, parce que en général, là, en l'occurrence, c'est le cas de beaucoup de personnes de maîtres d'ouvrage qui viennent nous voir, ils ont une sensibilité écologique. Donc, ils sont déjà quand même ouverts sur ce genre de produits, ils se sont déjà souvent même bien renseignés. Donc, on apporte notre expertise, mais c'est vrai que c'est un terrain un peu facile pour nous. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai on ne travaille pas beaucoup avec des promoteurs, des gens qui sont peut-être plus sur des schémas encore plus économiques. Donc, cette question, par contre, est récurrente. Effectivement, si on part sur des matériaux traditionnels, quelle est la différence de coût ? Alors, parce que souvent, on pense écologie, bâtiment à faible consommation d'énergie, mais on peut faire un bâtiment à faible consommation d'énergie avec des produits très polluants. Ça, c'est possible. Mais bon, souvent les gens qui veulent un bâtiment à faible consommation d'énergie veulent aussi des matériaux écologiques. C'est une question de philosophie et c'est normal. Donc souvent, moi j'ai l'habitude, en calculant, on est à des plus. Alors ça dépend de quel matériau aussi, hein, mais en restant sur des gros matériaux relativement standards, on est à plus 10%, je dirais à peu près, sur des matériaux biosourcés ou écologiques. Moi, en général, 10-15, mais alors c'est un budget.
Et ça rejoint ce que je disais, c'est une philosophie. C'est-à-dire que c'est pas... je pense pas que ça soit une solution économique, quoi qu'il arrive, pour l'instant, aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas amortissable sur 20 ans. Enfin, c'est limite, quoi. Je pense, hein, d'après les calculs que j'ai faits sur plusieurs projets, à chaque fois, j'expliquais qu'on arrivait, voilà, on prend l'option de faire des choses saines, mais par contre, c'est plus cher et ça sera pas amorti, même si on a un minimum de chauffage. La maison que vous avez vue là, elle a juste un poêle à bois, bien sûr. Et on a plusieurs maisons qui fonctionnent juste avec des poêles à granulés de faible puissance. C'est une économie d'énergie de chauffage qui représente finalement 500, 600 euros par an sur une maison traditionnelle. Donc c'est pas énorme. Imaginez si on est à plus 10, à plus 20 000 ou plus 25 000 euros sur une construction et qu'on économise que 600 euros par an, quelque part, la bascule n'est pas faite. Enfin, donc il y a une réelle réflexion. Mais c'est plus je pense que c'est une question de philosophie aujourd'hui. Alors bien sûr, ça serait idéal qu'on puisse trouver des matériaux plus facilement. Enfin, là, je parle vraiment de mon expérience et ils ont peut-être des réalités qui sont différentes, mes confrères. Alors souvent, on a beaucoup de personnes avec qui je travaille et des maîtres d'ouvrage qui aussi compensent ce coût en mettant en œuvre eux-mêmes l'isolant, par exemple. C'est assez simple à faire. Bon, c'est intégré dans le planning du chantier, des choses comme ça, mais bon, on a l'habitude, on sait où en trouver. Enfin, voilà. Après, là, je parle pas de... Enfin, je parle vraiment de choses que moi je connais un peu plus, la laine de bois. La terre, je la laisse à mes confrères pour l'instant. Donc voilà, c'est souvent le prix plus important est compensé par la main d'œuvre en fait. Souvent, c'est les gens qui sont sensibles à tout ça aiment aussi mettre en œuvre eux-mêmes pour comprendre aussi comment ça marche pour tout ça. Et il y avait une autre question, c'est pas... Ouais. Ouais, là non, alors on est vraiment sur de l'étanchéité du coup, parce qu'on a un complexe isolant, on est sur la laine de bois sur cette maison, donc c'est une isolation qui marche sur quelque chose d'une manière plus standard finalement. On a vraiment une membrane très étanche et un volume d'air qui reste dans la maison, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, donc on est dans un volume chauffé et il y a un échange on est là, en l'occurrence il y a une ventilation double flux avec un échangeur thermique, quelque chose de sympathique qui marche bien, une belle machine d'ailleurs. Donc, et on est sur une enveloppe très étanche. Alors c'est vrai que se pose la question de l'humidité dans la maison, c'est peut-être ça, non, le degré d'hygrométrie. Alors, comme c'est vrai que c'est une certaine, c'est comme c'est vrai que j'ai du mal à expliquer. C'est plus un recul, parce que moi-même j'habite aussi dans une maison qui est très étanche, et on a un confort de vie qui est chouette, parce qu'on sent qu'on a quelque chose de sain, et ça se régularise un peu tout seul, avec toute la vie qu'il y a dans la maison en fait. Je n'ai pas de calcul précis, alors je sais pas, il y en a peut-être, j'ai pas sur l'hygrométrie, mais c'est vrai que le fait d'avoir une enveloppe très étanche, avec la vie dans la maison qui amène de l'humidité par elle-même déjà, plus d'autres phénomènes, c'est vrai qu'on a... C'est un super confort à vivre en fait. En tout cas, a priori, je ne sais pas avec du recul si vous en êtes convaincu, mais moi pour le pratiquer aussi au quotidien, ça se fait bien. Je sais pas si... Je pense qu'il ne faut pas confondre deux notions. Il y a l'étanchéité à l'air et la perspirance. L'étanchéité à l'air, effectivement, c'est un dispositif qui permet d'éviter les fuites parasites d'air dans un bâtiment. Et la perspirance, ce n'est pas la traversée de la paroi par l'air, mais par la vapeur d'eau. Donc on n'est pas sur les mêmes choses du tout. On peut avoir une maison perspirante et étanche à l'air. Ça n'empêche pas. Hein, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a pas de, ça pose vraiment pas de problème l'intégration de matériaux biosourcés dans une maison passive. Mais on ne parle pas de la qualité du biosourcé. Si. Mais si, tout est une question de matériaux. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas bloquer la vapeur d'eau. Quand on fait un doublage, par exemple, on met un isolant avec un doublage. Il y a une membrane qui vient fermer ce doublage-là pour éviter que la vapeur d'eau passe ce qu'on appelle un pare-vapeur. Ce qu'on fait, nous, c'est de ne pas mettre de pare-vapeur, mais de mettre un frein à vapeur. C'est-à-dire de laisser passer la vapeur d'eau. Mais ça, il faut l'associer avec, de préférence avec un matériau biosourcé.
avec une laine de bois. Si vous faites ça sur des matériaux qui n'ont aucune tolérance à la présence de vapeur d'eau, comme la laine de verre, la laine de roche, il va y avoir de la condensation. Et donc le matériau va pourrir et tomber en lambeaux. Donc il va avoir une durée de vie beaucoup plus faible. Si la vapeur d'eau traverse un matériau biosourcé qui aura une capacité hygroscopique à absorber la vapeur d'eau et la restituer, à ce moment-là, il ne va pas se dégrader, il va garder ses propriétés isolantes. Il va même améliorer ses propriétés isolantes par rapport à la mesure thermique de laboratoire, parce que les conditions de laboratoire ne sont pas les conditions réelles. Donc les matériaux biosourcés sont meilleurs en réalité que ce qui est indiqué en conditions de laboratoire, ça il faut le savoir, de l'ordre de 30 à 40% meilleurs. Et ça, on ne prend pas en compte dans la réglementation. Voilà. Donc on les surdimensionne alors qu'il n'y a pas besoin. Alors je revenais sur une notion aussi qui est importante, c'est le coût. Et en fait, il y a deux choses à voir sur le coût, parce qu'il y a le coût, mais pour ce coût-là, vous avez quoi? Pour ce coût-là, vous avez quel bénéfice? Vous comparez par exemple une laine de verre, une laine de bois. Bon, ok, la laine de bois elle coûte plus cher, je peux pas mentir, c'est vrai. Par contre, la laine de bois, elle a quel bénéfice que n'a pas la laine de verre? Alors il y a deux bénéfices différents. Il y a le bénéfice diffus, indirect, qui est le bénéfice environnemental dont vous ne bénéficiez pas directement. C'est-à-dire que vous allez économiser de la ressource, économiser du CO2. Mais quelque part, directement, vous, dans votre maison, ça, vous ne le voyez pas, quoi. Quelque part, vous pouvez vous dire, bah, si... Et souvent, quand on met en face des matériaux non biosourcés ce type de raisonnement, finalement, ça ne se fait jamais. On n'a jamais envie de payer pour un coût dont on ne bénéficie pas directement. Par contre, il y a des bénéfices directs. Et c'est ça qui est important et qu'il faut mettre en avant pour pouvoir faire du biosourcé. Faites la comparaison. Et là, cet été-là, ça a été un exemple. Le mois de juillet, où il y a eu des épisodes de canicule. Allez dans un comble isolé en laine de verre et un comble isolé en laine de bois. Et vous voyez tout de suite le bénéfice. Vous baissez de plusieurs degrés. Ma maison qui a passé la canicule, on a frôlé pas loin des 40 degrés. La température n'est pas montée au-dessus des 27-28 degrés. Voilà. Donc ça, c'est un bénéfice vraiment direct. Et je pense que là, l'intérêt des matériaux biosourcés, il est là. Quand bien même il coûte plus cher, quand on fait cette expérience-là, on se dit, bah oui, ça le vaut, vraiment. Pour revenir sur cette question, la conférence de juillet, elle avait un peu soulevé ce point-là, et ça peut peut-être être intéressant que, si vous avez l'occasion de la regarder, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une comparaison justement entre l'utilisation de matériaux biosourcés sur un projet assez énorme. Je crois que c'était des bureaux, il y avait plusieurs centaines de mètres carrés. Et en se passant complètement de mécanismes, vraiment de moteurs, de VMC, de chauffage, etc., par juste l'utilisation de matériaux sur l'enveloppe. Et en fait, il arrivait à ventiler le bâtiment et à utiliser les apports extérieurs. Enfin, c'était assez dingue. Et en fait, vraiment, l'économie, là, je pense, en termes financiers, elle est très, très concrète, quoi. Vraiment, il y avait l'économie de climatisation, de chauffage, donc en fourniture et en mise en œuvre au moment du chantier, et après sur le quotidien, la maintenance de ces matériels-là, et c'était assez dingue. Enfin, je sais pas si on peut le revoir cette conférence, mais c'était assez fou, quoi. Et moi, je sais que dans le quotidien, dans le boulot, j'en parle maintenant tout le temps de cet exemple-là, parce que je trouve que c'est un truc qui devrait être mis mais constamment sur le devant, quoi. C'est vraiment c'est d'une simplicité et même d'un rationalisme à toute épreuve, quoi. Même sans parler d'écologie ou de religion écologique, enfin, peu importe, quoi. C'est vraiment là pour ce coup-là, ce projet-là, pour moi, c'est un exemple, quoi. Et alors du coup, je sais plus quel type de matériau c'était. Je crois pas que c'était de la terre. Je crois que c'était des choses, on va dire, plus qu'on voit beaucoup, donc laine de bois, etc., et qui sont par des entreprises très facilement. C'était peut-être de biofibre, ouais, ça devait être du biofibre même, ouais. Donc de chanvre et là. C'était un ensemble de bureaux, il me semble, en Vendée. C'est comment? Ouais, c'est de l'agence Scan, exactement. J'ai pas de mémoire. C'était Gaëtan Périssé de Biofibre. 1,1% en termes d'isolant, donc c'est pour ça qu'après, il y a la question de faire alors, effectivement, eux, ils ont dit, on a dit, si on est juste un isolant biosourcé par rapport à un isolant conventionnel, on a seulement plus 1,1%. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est ce qu'il disait, c'est qu'avec un client qui était par la maîtrise d'ouvrage, c'était une maîtrise d'ouvrage publique, et les questions sont complètement abordées de façon différente, quoi.
même en échelle de temps, quoi. C'est d'utilisation du bâtiment, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà. Non, j'avais juste une question qui est hyper technique sur la terre. Est-ce que sur ce projet-là de maison individuelle, vous avez réussi à utiliser la terre comme matériau pour les fondations aussi, ou pas du tout? Pas du tout. Ouais, d'accord. C'est pas encore possible techniquement de le faire ou... D'un point de vue normatif, non. D'accord. Voilà. Mais je vais faire ça bientôt, mais je vais expérimenter sur un abri de jardin que je ferai l'été prochain. D'accord. Donc sur cette maison-là, par exemple, la structure pour la fondation, elle est de quelle ordre? Non, c'est des murs maçonnés avec une ossature béton parce que ça a un rôle de soutènement. Ouais. Il y a 2 mètres de terre à soutenir. Plus de 2 mètres de terre à soutenir, donc voilà. J'ai pas fait de fantaisie. Vous n'avez pas joué là-dessus? Non. Ok. Donc pour l'instant, c'est pas encore. On n'arrive pas à trouver de solution. Alors la terre crue, de toute façon, il faut éviter de la mettre en contact avec le sol. Le contact avec le sol se fait avec un autre matériau qui n'est pas réversible. Le matériau de terre crue est un matériau réversible. Vous remettez de l'eau, vous le remettez au sol et ça redevient de la terre. Donc faut pas le mettre en contact prolongé avec l'eau. Il peut avoir des pluies qui ruissellent un petit peu, mais c'est pas grave. Ça fond pas. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait une humidification prolongée du matériau. Il y a juste une réflexion. En fait, il y a juste un exemple d'une maison qui est la maison de Martin Rauch, qui est autrichien, qui a construit sa maison entièrement en terre. C'était son challenge, y compris des murs enterrés. Mais il a conçu tout un dispositif pour éviter que la terre ne soit humidifiée. Voilà. Super transition, parce que cette maison a aussi été présentée dans le dernier rendez-vous du CE, donc comme quoi, il faut vraiment que vous alliez sur YouTube ce soir.